Est-ce que c'est facile d'identifier justement l'étendue d'un patrimoine? Oui, mais vous me dites que cette personne, elle a pas d'argent, qu'elle est pas solvable, mais elle roule en Porsche, pardon pour les Porsche. Elle vit dans une super baraque, et puis vous me dites que elle est insolvable, qu'il n'y a pas d'argent. On a des moyens qui sont prévus par la loi pour nous permettre d'identifier concrètement ce qui se trouve théoriquement dans le patrimoine débiteur. Le dossier qui m'avait particulièrement touché, c'est en matière locative. Donc c'était une créancière qui avait investi dans un appartement, qui l'avait mis en location. La locataire qui ne payait pas ses loyers pendant plusieurs mois, ça a été très compliqué. Je lui explique l'intégralité de la procédure d'expulsion, qui est une procédure extrêmement longue, lourde. Psychologiquement, c'est compliqué. Que ce soit pour l'une ou pour l'autre des parties, c'est souvent des situations qui sont catastrophiques des deux côtés. Et elle insistait pour connaître tout du début du premier acte jusqu'à je lui redonne les clés de son logement. Donc je lui explique toute la procédure et les délais prévisibles. Et alors là, elle s'effondre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Benjamin Cipro, commissaire de justice sur la Cour d'appel de Grenoble. Bienvenue Benjamin. Bonjour Pauline, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. Benjamin, tu es originaire de Grenoble. Tu as un parcours académique. Tu as fait tes études de droit à Grenoble. C'est ça. À la faculté de Grenoble. Et tu es tombé sur un professeur qui était passionné par le métier d'huissier et qui t'a donné envie de découvrir cette profession. Donc, tu as effectué des stages pendant ton parcours universitaire, en licence et master. Tu as ensuite, à partir de là, voulu embrasser cette profession. Et donc, tu as fait un stage professionnel dans mon étude à l'époque, il se trouve. Exactement. C'est l'anecdote, comment on se retrouve finalement. Et tu as brillamment réussi donc, l'examen professionnel en 2019. Puis tu as fait tes armes à la fois sur le terrain et à l'intérieur de l'étude. On y reviendra, c'est un métier qui mixe beaucoup le terrain et le travail interne, on va dire. Tu as fait tes armes en tant que salarié, donc en tant que clerc, puis en tant qu'huissier salarié. Et tu as finalement prêté serment en tant que huissier commissaire de justice, en tant que commissaire de justice associé, le 24 décembre 2025. Exactement. J'ai eu un beau cadeau de Noël. Un beau cadeau de Noël. Tu as été nommé, d'ailleurs. Tu as été nommé donc, par le garde des Sceaux le 24 décembre 2025. Donc, félicitations pour ça. Merci. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que tu puisses nous partager effectivement ton quotidien et puis qu'on voit ensemble un petit peu les enjeux au niveau de l'exécution des décisions de justice à l'encontre des personnes particuliers et entreprises, puisque nous, on intervient dans ce podcast à destination des dirigeants d'entreprises qui subissent malheureusement des factures impayées. Et donc, c'est de leur apporter un petit peu les clés, des éclairages, une compréhension de qu'est-ce qu'est le métier de commissaire de justice et comment on peut activer ces leviers pour simplement être payé de ce qui nous est dû. C'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu es prêt ? Bon résumé, je suis tout à fait prêt. Allez, c'est super. Alors du coup, on va commencer tout simplement peut-être par essayer de mieux te connaître aussi. J'ai balayé rapidement pourquoi tu avais embrassé cette profession, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, vraiment, de devenir commissaire de justice ? Eh bien, en fait, l'envie m'est venue tout simplement à l'issue de mon premier stage que j'ai effectué au sein d'une étude d'huissier de justice, donc à l'époque, était huissier de justice. J'ai toujours, en tout cas depuis le lycée, j'ai toujours voulu embrasser une profession en rapport avec le judiciaire. C'est quelque chose qui m'intéressait, c'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers la faculté de droit, sans pour autant avoir d'idée précise de quelle profession j'allais exercer à l'issue de mes études de droit. Donc, je suis rentré à la fac de droit et j'avais initialement comme idée, pourquoi pas, de me diriger vers la profession d'avocat, qui est la profession la plus surreprésentée, on va dire, lorsqu'on parle de faculté de droit et de métier du judiciaire. Et en fait, au fil des cours que j'ai pu avoir à la faculté, j'ai rencontré un professeur qui, dans le cadre la matière se prêtait à évoquer le métier d'huissier de justice de manière assez régulière. Et lors de ce cours, j'ai eu la chance d'avoir un professeur très investi et qui connaissait bien le métier d'huissier et qui a commencé à nous en parler de manière plus, on va dire, récurrente que lors d'autres matières. Et je me suis dit, je suis de nature assez curieux, je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai que le métier d'huissier de justice, on n'a pas, moi j'ai pas de famille issue du milieu,
lorsqu'on ne connaît pas et qu'on s'arrête sur le mot huissier, on a en tête évidemment comment dire, les missions les plus représentées, que ce soit dans les médias ou dans la parole publique de manière générale, qui sont des missions plutôt vues négativement par le public. Lorsqu'on pense huissier, on pense tout de suite saisie, expulsion pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le métier. Et ça m'a donné envie de poursuivre, du coup, d'aller chercher un petit peu l'information où je ne pouvais pas l'avoir ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu effectuer un stage lors de mes études de droit, qui n'était pas obligatoire, mais plutôt un stage de découverte. Et j'ai eu la chance d'être accueilli au sein d'une étude d'huissier de justice dès ma 3e année de faculté, où j'ai fait un stage d'été et j'ai découvert un métier complètement inconnu et très passionnant. Qu'as-tu découvert ? Énormément de missions. Énormément de missions. Les saisies et les expulsions qui sont l'idée principale qui peut arriver dans la tête des gens lorsqu'on parle huissier de justice. Et je dis bien huissier puisqu'à l'époque, le métier de commissaire de justice n'existait pas encore. C'était encore le métier d'huissier. J'ai pu découvrir lors de ce stage un peu toutes les missions qui incombaient à l'huissier de justice, dont on ne soupçonne pas l'existence tant qu'on n'est pas dedans ou tant qu'on n'a pas affaire ou d'un côté ou de l'autre à un huissier. Et c'est ça qui m'a passionné, c'est la diversité des missions. La diversité. Et donc c'est vraiment ça qui t'a donné envie, le fait que ce soit diversifié, très juridique. Ouais. Aussi quand même, quand on en avait parlé aussi en amont, il y avait ça. Donc forcément, j'ai une vision aussi de cette période, puisque il n'y a pas de secret. Tu as effectué ton stage dans l'étude dans laquelle j'étais moi-même au final associée. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué et que tu vois même aujourd'hui encore, parce que là maintenant tu as passé déjà encore un cap entre on fait un stage découverte, ensuite on est en stage vraiment huissier à l'époque, maintenant c'est commissaire de justice. D'ailleurs l'appellation n'est plus la même, tout simplement parce qu'il y a une fusion entre les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. Donc on est sur cette nouvelle appellation de commissaire de justice. Qu'est-ce qui te marque par exemple, pour une personne qui se dit pourquoi pas, ce métier, ça peut être intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que dans des études, il peut y avoir des gens aussi en reconversion qui ne sont pas forcément issus du droit. Tout à fait. Ou alors qui sont en droit. Et moi, j'ai vraiment le même sentiment que toi, c'est que sur les bancs de la fac, la profession, elle n'est pas connue et on nous en parle vraiment très rarement. Moi, c'est moi-même un professeur qui était huissier à l'époque qui m'a donné envie. Mais c'est vrai que si on n'est pas sur ces matières ou qu'on ne rencontre pas cette personne qui peut nous donner un peu, éveiller un peu notre curiosité, ce n'est pas un métier dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment ou que tu retiendrais entre je viens faire un stage découverte et ce que je vois, et après la réalité du métier que maintenant t'embrasses dans son entièreté en étant associé? Qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce métier? Ce qui fait la spécificité du métier, moi, ce qui m'a marqué et ce qui m'a attiré surtout à vouloir continuer dans ce métier, c'est que c'est une profession d'urgence. Je pense qu'on peut le nommer comme ça. C'est une profession dans laquelle on se lève le matin, on ne sait pas ce qui nous attend dans la journée. On sait, on peut se dire, essayer de programmer une semaine en se disant, je prends un rendez-vous lundi à 10h avec telle personne pour faire ça. Mardi, je me prévois une journée au bureau pour traiter l'administratif. Le mercredi, toute la journée dehors pour une tournée de signification d'actes. On aura l'occasion de reparler des différentes activités. Et en fait, on ne peut rien programmer. Tout ce qu'on programme à l'avance est forcément bouleversé par des urgences, par des appels, des urgences, des personnes qui nous appellent pour faire un constat urgent, pour faire une signification urgente et qui bouleversent un petit peu le planning. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de place à la programmation, ou très peu. Et par contre, il y a beaucoup de place à l'imprévu. Et ne pas savoir comment ma semaine va se dérouler à l'avance, moi, c'est quelque chose qui me plaît.
Ouais, ça fait une sorte d'adrénaline. C'est ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que quand on dit oui, voilà, il y a des urgences d'un constat ou d'une signification, il faut bien comprendre que le territoire d'intervention est hyper large. On est Tout à fait. compétent sur une cour d'appel. C'est Donc, ça. si on prend par exemple Grenoble, rappelle-moi les départements que vous On est couvrez sur où on peut taper en urgence pour aller je ne sais où. On a donc notre ressort territorial, la cour d'appel de Grenoble. On a 3 départements d'intervention, donc l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, ce qui fait quand même un territoire très large sur lequel on peut intervenir. C'est sûr que si tu as prévu de passer une journée au bureau et qu'on t'appelle pour aller à l'autre bout du département, voire du deuxième département, ça change un petit peu la donne. Et malheureusement, quand il faut y aller, dernier jour égale dernier jour. Exactement. Malheureusement ou heureusement, après c'est le métier. Voilà, c'est le métier et c'est en tout cas ça qui m'a attiré et qui me plaît particulièrement. On entend souvent qu'il y a des huissiers plus d'intérieur ou d'extérieur, des commissaires de justice qui seront plus au bureau à gérer les équipes, à gérer plus de l'administratif, de la comptabilité, relire les actes, etc., gérer l'interne, on va dire, et des commissaires de justice qui sont plus câblés terrain d'extérieur. Qu'est-ce que tu préfères ? Alors moi, les deux. Moi, clairement, les deux. Je ne me verrai pas exercer uniquement au bureau. Et je ne me verrai pas non plus exercer H24 sur le terrain. Et encore une fois, dans cette idée de diversité, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de pouvoir faire les deux, partager mon temps sur des parties rendez-vous clients ou administratives à l'étude et sur le terrain. Et mon temps, j'essaye de le découper à peu près de manière générale sur une semaine type moitié-moitié. Essayer de faire à peu près 50% de terrain, 50% de bureau d'administratif, parce que c'est aussi nécessaire. Et moi, c'est ce que j'aime. Je sais que j'ai des consoeurs et des confrères qui préfèrent être que à l'extérieur. J'ai des consoeurs et des confrères qui préfèrent être que à l'étude. Moi, c'est vraiment le mix des deux qui m'intéresse. Ouais, c'est le mix des deux que tu aimes bien. Et justement, dans les personnes qui vont composer une équipe dans une étude de commissaire de justice, on a un autre professionnel qui est souvent sur le terrain, donc le clerc significateur. On va avoir des personnes aussi en interne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, de façon générale, parce qu'on retrouve quand même globalement la même organisation, on va dire de base, dans toutes les études, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est organisé dans une étude de commissaire de justice, les postes, on va dire, principaux qu'on va retrouver quasiment tout le temps ? Alors, dans une étude de commissaire de justice, on a un commissaire de justice ou plusieurs titulaires, qui sont les associés, qui sont du coup chefs d'entreprise, en plus d'être officiers publics et ministériels, qui ont la casquette chef d'entreprise et qui font tourner l'étude, puisque ça reste une profession libérale. Et après, on a les collaborateurs. Et dans les collaborateurs, on a différents métiers. En fait, c'est une profession dans laquelle on arrive à retrouver plusieurs métiers dans une même étude. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour les personnes qui, je sais pas, cherchent à se reconvertir professionnellement. C'est une des professions où le niveau d'études peut différer pour chaque type de professionnel qui travaille au sein de l'étude. Donc au sein de l'étude, on a les commissaires de justice titulaires. On peut avoir, c'est pas une obligation, mais on peut avoir des commissaires de justice salariés, comme je l'ai été. Et après, d'autres types de collaborateurs. On a des clercs qui vont être des collaborateurs de l'huissier en interne pour la gestion de dossiers, la préparation des actes, éventuellement l'administratif, et des collaborateurs qui vont être sur le terrain. Et sur le terrain, on peut retrouver des clercs assermentés, qui sont les seuls clercs à pouvoir signifier les actes de procédure, puisqu'ils sont assermentés. Et après, on peut aussi avoir des collaborateurs qui ne seraient pas assermentés, mais qui peuvent nous aider dans l'activité quotidienne sur le terrain, pour nous aider dans les enquêtes, ce genre de choses. Et est-ce qu'il y a des choses que seuls des commissaires de justice peuvent faire ? Je pense aux actes d'exécution, par exemple, les constats. Comment ça se passe, ça ? Est-ce qu'une personne peut être amenée à faire, je ne sais pas, une saisie ou un constat sans être commissaire de justice ?
Alors non, il y a effectivement des domaines de compétences qui sont réservés aux commissaires de justice. C'est notamment tout ce qui touche à l'exécution. Les actes d'exécution sont réservés aux commissaires de justice. Les collaborateurs ne peuvent pas faire d'actes d'exécution. Les collaborateurs peuvent, à la condition qu'ils soient assermentés évidemment, peuvent signifier des actes de procédure, tout comme les commissaires de justice, mais les commissaires de justice sont les seuls à pouvoir faire des actes d'exécution. Et concernant le constat, qui est une des activités importantes d'une étude d'huissier, le constat ne peut être fait que par le commissaire de justice salarié, ou alors par le clerc qui serait habilité à réaliser des constats. C'est une subtilité qui est prévue dans la loi. Il y a des conditions pour pouvoir accéder à cette mission-là. Mais un clerc assermenté qui peut signifier des actes de procédure, s'il n'est pas habilité au constat, ne peut pas faire de constat. D'accord, donc il y a différents ça reste quand vraiment même stades. très, Et finalement, tout à est-ce qu'il y a des évolutions possibles? C'est-à-dire que si on commence clerc gestionnaire de dossier, par exemple, est-ce qu'on pourrait prétendre un jour à potentiellement être habilité au constat? Ou est-ce qu'il y a des évolutions possibles de carrière? Tout à fait. Il y a des évolutions possibles. Alors, il y a toujours la condition de l'examen professionnel pour pouvoir accéder à la profession de commissaire de justice. Après, il y a des passerelles en équivalence, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, oui, c'est un métier dans lequel on peut évoluer en interne et on peut accéder, on peut commencer en tant que clerc significateur, n'avoir finalement que très peu. Alors, il y a des formations quand même assurées en externe et en interne, évidemment, mais un clerc assermenté qui n'aurait pas suivi d'études à la fac de droit, par exemple, peut tout à fait, en interne, avec les années, les différentes passerelles qui existent, monter les échelons et accéder à des professions, enfin des postes supérieurs dans l'étude. Et quand on est associé, qu'est-ce qui change finalement? Alors, ce qui change quand on est associé, c'est la responsabilité, je dirais, la responsabilité de la société dans laquelle on exerce. Moi, je suis associé d'une société qui est titulaire de l'office de commissaire de justice. Et en qualité d'associé, j'ai une responsabilité, que ce soit vis-à-vis du fonctionnement économique de l'étude. Voilà, on devient chef d'entreprise. En accédant au poste d'associé, on accède au poste d'associé en achetant des parts. On devient donc on arrive à la tête de la structure en tant que dirigeant. Et donc, du coup, on a la responsabilité qui incombe à n'importe quel dirigeant, finalement, de n'importe quelle société. Du pilotage financier, du management. C'est ça. Tous ces sujets qu'on apprend finalement plutôt sur le tas et terrain, c'est ça. Pas vraiment à l'école, quoi. Exactement. Ça, c'est clair. Par rapport au sujet vraiment qui nous intéresse, là, on a compris un petit peu comment c'était organisé. Je préciserais simplement peut-être que souvent, c'est organisé par pôle aussi dans des études, parce qu'on a des typologies d'activités complètement différentes. C'est ça. Nous, on va s'attarder sur le recouvrement de créances civiles et commerciales, surtout commerciales, parce que nous, nos auditeurs, là, sont vraiment plus des chefs d'entreprise. Mais il y a plein d'autres matières qui peuvent être traitées dans des études. Tu peux nous balayer très, très rapidement un petit peu les missions générales que vous pouvez avoir et puis les différents types de matières que vous pouvez être amené à traiter? Oui, bien sûr. Alors, on a l'une des grosses missions, on va dire, qui est confiée au commissaire de justice, c'est la signification des actes de procédure, des actes extrajudiciaires, des actes judiciaires. La signification, c'est le fait pour le commissaire de justice ou son collaborateur assermenté d'apporter à un destinataire un acte et des informations juridiques en explicitant, soit en rappelant des obligations, soit en contraignant par les différentes saisies, etc. Donc ça, c'est la signification des actes de procédure. Après, on a une activité importante liée au constat. Le constat, c'est aussi un acte juridique qui permet de matérialiser une preuve. On a besoin de constater que, je ne sais pas, il y a eu un dégât des eaux qui a endommagé le faux plafond. Le commissaire de justice va se déplacer, va constater l'étendue des dégâts, on va dire, et ça permettra de rapporter une preuve avec une date certaine qui pourra servir dans le cadre de procédures. On a également l'activité de recouvrement, donc amiable et judiciaire.
ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et après, il existe d'autres activités, des activités accessoires. Je peux les lister, mais je ne sais pas si ça a forcément un intérêt pour c'est nos intéressant auditeurs. parce que ça montre quand même qu'en fait, quand on parle commissaire de justice, on est bien loin des clichés qu'on peut voir toujours. Et ça peut être hyper varié. Et en fait, d'une étude à l'autre, ça peut être complètement différent. C'est ça. Parce que souvent, maintenant que moi, je n'exerce plus la profession, j'ai un autre regard. Et j'ai aussi des échos qui peuvent m'arriver de personnes qui voudraient avoir recours à un commissaire de justice ou qui ont recours et qui, des fois, comprennent pas qu'il peut y avoir des fois des délais ou des impératifs. Et en fait, ayant exercé le métier, je les comprends. Et il y a tellement d'autres, tellement de sujets périphériques, donc ne pas réussir à avoir le commissaire de justice au téléphone, en fait, ça peut s'expliquer justement par toute cette diversité et le fait que, bah oui, il est peut-être sur le terrain sur un truc urgent qui n'était pas prévu et peut-être qu'il avait prévu d'appeler, mais qu'en fait, il peut pas. Donc, c'est intéressant, effectivement. Bah, après, oui, dans d'autres activités, on va avoir quoi? De la gestion d'immeubles, la médiation. Oui, c'est ça. Globalement, c'est à peu agent près, d'assurance. Bon, ça reste marginal. Ça reste marginal quand même pas par la rapport à majorité l'activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le commissaire de justice, il a deux grands types d'activités, on va dire. Il a l'activité monopolistique que seul le commissaire de justice peut faire. Donc, les actes d'exécution, exécuter une décision de justice, sont des activités dont il a le monopole. Puisque, de par son statut d'officier public et ministériel, il détient une parcelle de l'autorité publique dans son exercice. Et il y a les activités hors monopole qui peuvent être exercées par d'autres professions. Et je pense notamment au recouvrement de créances. Le recouvrement de créances n'est pas du monopole du commissaire de justice. D'autres sociétés peuvent exercer cette activité, de même que le constat, qui n'est pas une activité monopolistique. Donc on a vraiment ces deux grandes catégories, les activités monopolistiques, les activités concurrentielles, et après on a aussi des activités accessoires dont on n'a pas l'obligation de souscrire, on va dire, mais qui peuvent aussi enrichir l'activité du commissaire diversifier de justice. Un petit peu. Et donc, du coup, la part dans toutes ces activités, la part d'exécution des décisions de justice, justement, et du recouvrement, ça reste quand même la majorité de l'activité ou ça va vraiment dépendre des études et toi, dans ton quotidien, par exemple, est-ce que tu fais beaucoup plus de constats ou est-ce que tu fais beaucoup plus d'exécution de décisions de justice et de recouvrement? Alors, ça dépend évidemment des études. Il y a des études qui font plus de constats que d'exécution. Il y a des études qui font plus d'exécution que de constats. Ça, c'est vraiment en fonction, j'ai envie de dire, aussi du territoire dans lequel on va exercer. Il y a des territoires avec une activité économique plus ou moins importante qui va nécessiter plus qui va induire beaucoup plus de charges de travail sur la partie exécution de décision de justice. Il y a des territoires où il y aura besoin de plus de constats. Ça dépend vraiment en fait des besoins du justiciable. Donc c'est assez compliqué à quantifier. Moi personnellement, je dirais que je suis à peu près sur le temps de travail passé, à peu près moitié-moitié sur le constat, activité constat et activité exécution de décision de justice. D'accord. Donc ça représente quand même l'exécution des décisions de justice et le recouvrement, une part conséquente et importante de l'activité. Oui. Surtout que, comme on l'a compris, toi tu vas te concentrer surtout sur le terrain et le pilotage en interne, mais que du coup, j'imagine qu'il y a aussi des collaborateurs, soit dans ton étude ou dans d'autres, mais qui, eux, sont concentrés sur ces dossiers-là et sur ces missions de recouvrement, parce qu'on se doute bien qu'il y a quand même du travail en amont aussi sur un dossier en recouvrement, qui se fait aussi du bureau. Exactement. Donc, ça représente quand même une part d'activité importante. Importante, tout à fait. Et donc, justement, l'idée, là, c'est de pouvoir quand même rentrer un peu plus dans le détail de cette partie exécution, recouvrement. Je vais te dire un peu tout ce que j'entends. Très bien. Que tu entends aussi. Hein, j'ai l'habitude. Je pense que je ne suis pas la seule. Ça sert à rien de prendre un commissaire de justice. Ça coûte cher.
ça fait des frais, les gens s'en fichent maintenant d'avoir un commissaire de justice, ça dure hyper longtemps, voilà. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Alors, si ça ne servait à rien, le métier n'existerait pas. On est un peu plus de 3000 commissaires de justice sur la France métropolitaine de mémoire, ou sur la France, on est à peu près 3000, un peu plus peut-être. Et comme je te disais tout à l'heure, l'exécution des décisions de justice, c'est une activité dont on a le seul monopole. Donc, s'il y a autant de commissaires de justice en France, c'est évidemment que ça sert à quelque chose. Pourquoi ça sert à quelque chose, l'exécution d'une décision de justice ? Parce que le commissaire de justice, aujourd'hui, est le seul qui est autorisé par la loi à forcer quelqu'un à répondre à des obligations qui lui ont été mises à sa charge par une décision judiciaire, une décision de justice, de manière générale. S'il n'y avait pas de commissaire de justice, finalement, il n'y aurait pas de justice. Parce qu'un juge va rendre une décision, mais s'il n'y a personne, s'il n'existe aucune profession et qu'il n'y a personne pour forcer quelqu'un à respecter cette décision de justice, la décision de justice resterait lettre morte. Personne n'exécuterait les obligations. En tout cas, bon nombre de personnes ne respecteraient pas ces obligations. Et c'est la raison pour laquelle, d'une, la profession existe, de deux, qu'elle est nécessaire, et les chiffres nationaux démontrent qu'elle est aussi efficace. Donc, pour contraindre une personne à respecter ses obligations et donc globalement à payer, la plupart du temps, c'est des obligations de paiement. Pas tout le temps d'ailleurs, parce que des fois, il y a aussi des obligations de faire. Tout à fait. De restituer, par exemple, du matériel. De faire, de ne pas faire. Exactement. Pour contraindre une personne, donc on est bien d'accord qu'on va procéder par voie de saisie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste d'aller faire une saisie ? Parce que, pareil, on imagine que si l'huissier va faire une saisie dans un domicile, il repart avec la télé sous le bras. Bon, on va casser ça tout de suite, désolé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ça se concrétise, comment ça se matérialise sur le terrain, un peu les différentes saisies qui peuvent exister et comment ça se passe en fait dans la vraie vie d'un commissaire de justice ? Alors, ce qu'il faut comprendre, je pense que je vais partir un tout petit peu sur le côté théorique pour arriver à comprendre un petit peu l'ensemble. Lorsqu'on a une décision de justice qui est rendue et qui condamne une partie à payer, la partie qui est condamnée à payer, on l'appelle le débiteur. Et la partie à qui on doit de l'argent, c'est le créancier. Le créancier, il a un droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur. Ça, c'est notre travail d'identifier ce qui est saisissable, qu'est-ce qui fait partie du droit de gage du créancier pour pouvoir exécuter la décision. Et le patrimoine du débiteur, il peut être constitué de tout un tas de choses, finalement. Ça peut être des biens meubles, ça peut être des créances, des sommes d'argent, ça peut être des parts sociales d'une société. Il y a différents types de choses, finalement, sur lesquelles on va pouvoir intervenir. Le but du commissaire de justice dans l'exécution de la décision, lorsqu'il en est au stade des saisies, parce que c'est pas quelque chose qui est obligatoire, hein. Évidemment, on a d'autres leviers que les saisies, mais là, on va parler des saisies. C'est d'identifier qu'est-ce qui se trouve dans le patrimoine du débiteur qui permettra de remplir le créancier dans ses droits. Et donc, on va identifier les différents types de choses qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur pour pouvoir les saisir. Et en fonction du type de choses qu'on trouve dans le patrimoine du débiteur, on mettra en place telle saisie ou telle saisie ou telle saisie. Et toutes les saisies sont codifiées, et toutes les procédures sont prévues dans un code qui est le code des procédures civiles d'exécution. Et on va suivre les procédures qui sont instituées légalement pour dérouler et derrière arriver à pouvoir payer le créancier sur le produit
de la saisie qu'on aura faite chez le débiteur. Ok. Et donc, est-ce que c'est facile d'identifier justement l'étendue d'un patrimoine? C'est quoi? Est-ce que, pareil, oui, mais vous me dites que cette personne, elle n'a pas d'argent, qu'elle n'est pas solvable, mais elle roule en Porsche, pardon pour les Porsche, ou, ou en je ne sais pas quelle voiture de luxe. Elle vit dans une super baraque, et puis vous me dites que elle est insolvable, qu'il n'y a pas d'argent. Donc, comment on fait du coup pour identifier ce patrimoine et est-ce que c'est si facile que ça, finalement, d'arriver à faire ces saisies? Pas toujours. Pas toujours. Après, c'est notre expertise du coup qui va permettre d'identifier ce que l'on peut saisir, ce que l'on ne peut pas saisir, ce qui appartient au débiteur ou pas. On a des moyens qui sont prévus par la loi pour nous permettre d'identifier concrètement ce qui se trouve théoriquement dans le patrimoine du débiteur. On a, si on parle sur les personnes physiques, on fera cette distinction personne physique, personne morale tout à l'heure, c'est important pour la consistance du patrimoine. Sur les personnes physiques, la loi nous donne des possibilités d'interroger certains organismes publics via une loi qui s'appelle la loi Béteille de 2010, décret d'application de 2011 de mémoire, et qui permet d'identifier par les informations qui nous sont fournies par des administrations ce qui se trouve dans le patrimoine du débiteur. Concrètement, on peut interroger par exemple, je pense aux services fiscaux. Les services fiscaux vont pouvoir nous dire si le débiteur est propriétaire ou non d'un bien immobilier. Et ça pourrait constituer l'assiette d'une saisie. Aller chercher le bien immobilier du débiteur pour le vendre aux enchères et permettre de recouvrer la créance du créancier. Donc on a certains outils comme ça qui sont mis en place par la loi qui nous permettent d'identifier ce qui se trouve dans le patrimoine du débiteur. Donc on peut aussi avoir connaissance des comptes bancaires, par exemple. Des comptes bancaires, employeurs. Exactement, employeurs. Tout ce dont l'administration publique a connaissance dans les limites de ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire que la loi nous définit quels renseignements on peut obtenir des administrations publiques. Et effectivement, on a les tiers détenteurs de sommes d'argent à l'égard du débiteur, et notamment l'employeur, effectivement. On a la possibilité d'interroger le fichier des comptes bancaires, qu'on nomme communément le FICOBA, qui nous permet d'obtenir tous les comptes bancaires dans lesquels le débiteur a toutes les banques les dans lesquelles établissements bancaires, ouais. Voilà, exactement. Et derrière, donc, de pouvoir saisir les créances qui se trouvent sur ces comptes bancaires. Ok. Et donc, par rapport à une société et des personnes physiques, justement, ce que tu disais, il y a des distinctions importantes. C'est quoi les grandes différences, en fait, entre exécuter à l'encontre d'une société et exécuter à l'encontre d'une personne physique? Est-ce que les deux, les chances de succès sont les mêmes sur les deux typologies? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'on a plus de chances sur une personne morale versus une personne physique? Et aussi, autre question, enregistre-la pour après, parce que c'est une question importante en tout cas, qu'on n'avait pas forcément abordée. Mais quand je poursuis une société, est-ce que je peux agir contre le dirigeant? Alors ça, c'est une question qu'on pose très souvent. Et oui, c'est pour ça que je voulais la poser. Ouais. Et en fait, je vais rebondir sur ce que tu me disais là à l'instant. Quelqu'un qui dit, mais attendez, vous n'arrivez pas à exécuter contre la société A, alors que son dirigeant, monsieur B, il roule avec une grosse voiture, il a une très belle montre au poignet, il a de l'argent. Pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer cet argent ? Il y a une différence. Il faut vraiment faire la distinction entre la personne physique, qui est le dirigeant de la personne morale, et la personne morale. C'est-à-dire que si on poursuit la personne morale, si c'est une personne morale, une société qui a été condamnée dans une décision de justice, on ne peut poursuivre que sur le patrimoine de la personne morale. Donc si dans le patrimoine de la personne morale, il n'y a rien, mais que son dirigeant, il a les comptes bancaires pleins, on ne peut pas aller saisir sur les comptes bancaires du dirigeant personne physique et inversement. Si on poursuit une personne physique, que la personne physique, sur son compte bancaire, il n'y a rien, mais qui travaille dans une société, enfin, qu'il est dirigeant d'une société qui a une trésorerie à 1 million d'euros, on ne peut pas aller saisir ces 1 million d'euros. En tout cas, pas comme ça. Après, il y a des mécanismes qui nous permettent
Ça, c'est rentrer un petit peu dans le détail, mais il y a des mécanismes qui nous permettent éventuellement, pourquoi pas, de saisir les parts sociales dont est détenteur la personne physique condamnée. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur la séparation du patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Le patrimoine d'une personne physique est distinct du patrimoine de la personne morale. Si on poursuit la personne physique, on ne peut aller que sur son patrimoine. Si on poursuit la personne morale, on ne peut aller que sur son patrimoine. C'est important ce que tu précises. Et quand tu dis justement, il y a des procédures spécifiques qui permettraient de pouvoir quand même aller toucher, par exemple, le patrimoine de la société via une saisie de parts, etc. On pourrait aussi envisager à un moment peut-être d'engager une responsabilité personnelle d'un dirigeant, etc. Mais en fait, ça veut dire des procédures en plus, du temps en plus, des frais en plus. Et qu'au final, je le vois sur des créanciers qui déjà ont perdu le montant de leur facture. Des fois, on ne parle pas non plus toujours de factures à 100 000 euros. Hein. Des fois, c'est des factures à 3 000, 5 000, 10 000 euros. Est-ce que vraiment on va aller engager toutes ces procédures-là en plus ? Ça, c'est au choix du créancier. C'est le créancier qui va devoir calculer le bénéfice-risque de la procédure. Nous, commissaires de justice, on va l'informer des différentes procédures qui existent, des différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour aboutir à un résultat qui est toujours incertain. Ça, il faut bien l'avoir en tête. On est tenu par une obligation de moyens. On ne peut être tenu d'une obligation de résultat puisqu'on ne peut connaître à l'avance, finalement, la consistance du patrimoine sur lequel on va agir. Tant qu'on n'a pas tenté des saisies, tant qu'on n'a pas exécuté de manière forcée la décision, on ne peut pas savoir en amont les chances de succès ou d'échec de la procédure. On peut avoir des indices, on peut avoir des orientations, on va conseiller le justiciable qui va nous mandater, mais on n'a aucune certitude et on ne peut avoir aucun visu sur le résultat. Donc après, tout l'enjeu va être d'essayer d'estimer la durée prévisible de la procédure, les coûts prévisibles, tout en ayant à l'esprit que ce soit une personne physique qu'on poursuit ou une personne morale, au cours de la procédure, il peut y avoir des obstacles juridiques qui viennent nous empêcher et arrêter net la procédure. Et donc ça, il faut l'avoir en tête, il faut connaître les risques. C'est tout ce mélange d'informations, une fois qu'on l'aura éclairci avec notre mandant, avec le créancier, en fonction du montant à recouvrer. C'est souvent comme ça que ça se passe, il n'y a pas de règle dessus, mais c'est souvent en fonction du montant. Le créancier va nous dire, soit « ok, on y va, on s'engage, on essaye absolument tout ce qu'on peut essayer ouais. Soit voilà, les coûts prévisibles, ça va être ça. Et on a des créanciers qui vont nous dire pour ce montant-là, si jamais ça ne fonctionne pas, je préfère ne pas prendre le risque. Ça, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Chacun est maître finalement du destin du dossier. Chacun prend la décision en fonction de ses intérêts. Ça, là, on voit qu'il y a un vrai rôle de conseil et une vraie Exactement. expertise parce que le commun des mortels qui ne maîtrise pas tout ça ne se rend peut-être pas forcément compte des enjeux financiers, en délai, etc. Et puis de tous ces obstacles dont tu parles. Et justement, suivant une personne physique ou une personne morale, ça va être quoi ces obstacles ? J'imagine que ce ne sont pas les mêmes. Et donc justement, où est-ce qu'on va avoir... Enfin, est-ce que déjà, il y a une catégorie sur laquelle on a plus de chances de succès ou pas ? Parce que, je te pose la question, parce qu'en fait, si on rembobine au tout début, ne serait-ce que sur de l'action commerciale dans une entreprise, est-ce qu'elle développe du particulier ou du pro ? Lequel est le plus risqué ? Ne serait-ce qu'une fois qu'on a obtenu, si on doit en arriver jusque-là, une décision de justice, est-ce que ça sera plus facile d'obtenir gain de cause ou est-ce qu'on aura plus de chances d'obtenir gain de cause sur une personne physique ou sur une personne morale ? J'ai envie de te dire, je ne saurais répondre à cette question parce que tout dépend. En fait, chaque dossier est différent, mais comme chaque être humain est différent, il n'y a pas... Pour moi, juste en prenant la distinction personne physique, personne morale, je ne peux pas te dire s'il y aura plus de chances sur l'un ou sur l'autre. Ça dépend vraiment du type de personne. Tu peux avoir des personnes physiques qui sont
condamnés à d'importantes sommes, mais qui ont le patrimoine pour répondre à ces obligations. Comme tu peux avoir des personnes physiques qui, malheureusement, ont un patrimoine qui ne permet pas de répondre à ces obligations. Et c'est exactement pareil sur les personnes morales. La personne morale, c'est le calque de la personne physique, mais sur une structure juridique différente. Mhm. Mais finalement, la consistance du patrimoine de l'un ou de l'autre, c'est pas connu à l'avance. Oui, et puis au final, ça reste assez similaire sur les actions potentiellement qu'on va pouvoir mettre en place. C'est quoi les obstacles les plus communs que tu vas rencontrer contre une entreprise et les obstacles les plus communs que tu vas rencontrer contre des personnes physiques? Alors, si on part vraiment sur l'exécution de la décision de justice, la mesure pour les personnes morales qui va nous contraindre à devoir stopper la procédure, pour une société, ça va être la procédure collective. Procédure collective, c'est lorsqu'une société ne peut plus, est en état de cessation des paiements et donc ne peut plus compenser ses actifs et son passif. Pour une personne physique, il y a le pendant, finalement, qui est le surendettement. À partir du moment où une personne physique ne peut plus répondre à ses obligations, à son endettement, on a la commission de surendettement qui peut être saisie via la Banque de France et qui permet à la personne physique qui subit cette procédure de ne plus être poursuivie le temps que le plan de surendettement se mette en place. Pour résumer, ça va être ça. Ça, c'est les deux obstacles principaux qu'on a, en tout cas nous, qui vont stopper net notre intervention. À partir du moment où on a l'ouverture d'une procédure collective ou d'un dossier de surendettement déclaré recevable par la Banque de France pour un particulier, on ne peut plus exécuter. Ok. Donc ça, c'est vraiment le coup près, quoi. Ça, c'est le coup près. Ok. Et en termes de difficultés, notamment, je pense aux localisations. Des fois, on voit des sociétés... on a un cabis, on a une adresse, et en fait, il n'y a rien, une boîte aux lettres, ou c'est au domicile de la personne, voilà, il n'y a pas grand-chose. Et inversement, des personnes physiques n'habitent pas à l'adresse, on ne les retrouve pas, impossible de les localiser. Est-ce que ça arrive souvent ou pas ? Ça arrive, alors... Souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, ça arrive assez régulièrement. C'est pas anecdotique, quoi. Ça arrive c'est pas 2 fois dans l'année. C'est pas anecdotique. Aujourd'hui, on a quand même, pour en discuter assez régulièrement avec des consoeurs et des confrères plus expérimentés, tous te diront que l'époque a changé. Avant, il y avait une certaine stabilité dans la domiciliation. Aujourd'hui, cette stabilité, elle n'est plus vérifiable. Aujourd'hui, les gens bougent beaucoup, déménagent beaucoup, changent beaucoup d'adresses. Et les sociétés, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes morales qui sont créées, qui ont le domicile, comme tu disais, par exemple, qui sont domiciliés, qui ont domicilié leur siège social, par exemple, au domicile personnel de leur gérant, parce qu'ils n'ont pas nécessité d'avoir... Il n'est pas nécessaire pour eux d'avoir des locaux pour exercer leur activité professionnelle. Ça participe aussi au changement des activités, à l'évolution du temps. Le temps évolue. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'activités numériques, par exemple. Dans le numérique, on n'a pas besoin d'avoir des locaux, de louer des locaux pour faire une activité en freelance ou où on a besoin comme seul matériel d'un ordinateur. Et donc là, on peut avoir aussi des difficultés à localiser la société, mais plus que localiser la société, là où il va y avoir plus de difficultés, ça va être de déterminer le patrimoine qui appartient à cette société. Parce que quand tu as une société qui est domiciliée au domicile personnel de son gérant, eh ben, on a une sorte de confusion de fait des patrimoines. Lorsqu'on se rend sur place, par exemple, qu'on est mandaté pour faire une saisie-vente des biens appartenant à la société, qu'on frappe, qu'on nous ouvre et qu'on nous dit moi, ma société est domiciliée à mon domicile personnel. Si le débiteur ne coopère pas, il va y avoir quand même une difficulté. Et c'est là où notre expertise et notre travail d'enquête est important. Il va falloir arriver à déterminer qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine de la personne que l'on poursuit, à savoir là, la personne morale. Donc là, on a une difficulté aussi sur l'identification des biens qui appartiennent à la société. Et justement, sur les saisies-ventes, tout à l'heure, je parlais de la télé sous le bras. Tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe
que ce soit, peu importe, là pour le coup, dans un domicile personnel ou dans les locaux d'une entreprise. Comment ça se passe ? Alors, on a donc la procédure de saisie-vente, c'est une procédure qui est instituée par le code, dont on parlait tout à l'heure, et qui permet au commissaire de justice d'aller saisir des biens meubles corporels. Mais les biens meubles corporels, on est d'accord que si un créancier, on lui doit 2000 €, on va chez le débiteur. Si on prend la télé sous le bras et qu'on le donne au créancier en disant « débrouille-toi », ça va pas l'intéresser. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est et c'est tout l'esprit de la procédure, c'est à rendre liquide en somme d'argent les biens que l'on va saisir. Donc, on saisit des biens au domicile du débiteur. Ça se passe par étapes, on ne vient pas à l'improviste comme ça. C'est quelque chose qui est organisé. Le débiteur est prévenu en amont puisqu'on lui signifie d'abord un commandement de payer en lui disant qu'il a 8 jours, dans la loi, il a 8 jours à partir du commandement pour payer sa dette. S'il ne paye pas sa dette, on se rend à son domicile et on procède à la saisie. Le procès-verbal de saisie, on se rend au domicile du débiteur et on fait l'inventaire du mobilier saisissable. On va saisir juridiquement une liste de biens qu'on trouve dans le domicile et qui permettra, une fois vendu, de désintéresser le créancier. Une fois qu'on a régularisé ce procès-verbal de saisie, le débiteur a encore un délai pour pouvoir faire une proposition de vente amiable, etc. Enfin, il y a une succession d'étapes. Je ne vais pas toutes les dérouler parce que c'est très technique, mais on a une succession d'étapes qui amène, in fine, à la vente aux enchères publiques de ces biens. Tout le temps ? Pas tout le temps. C'est là où il faut qu'il y ait quand même aussi une certaine valeur. Il faut qu'il y ait une certaine valeur, ça c'est sûr, puisque on a toujours dans nos obligations un devoir de proportionnalité. Donc il faut effectivement qu'il y ait une certaine valeur. Il faut que ce soit intéressant pour le créancier, compte tenu des délais de procédure, on va dire, et des coûts que ça implique. Et parfois, souvent, et c'est là où c'est important, souvent c'est l'une des mesures qui n'ira pas à son terme parce que c'est l'une des mesures qui souvent fait réagir le débiteur et le fait payer spontanément pour éviter justement l'enlèvement et la vente des biens. Il y a un aspect psychologique aussi. Il y a un aspect psychologique. Tu rentres quand même au domicile des personnes, Exactement. tu rentres dans l'intimité finalement. Exactement. Aussi. Dans une entreprise, pareil, pour que tu le fasses quand je sais pas s'il y a des clients ou n'importe quoi. En fait, je pense qu'il y a aussi ce côté... Il y a un côté psychologique et puis il y a surtout le fait que, au-delà de la valeur pécuniaire du bien qu'on va saisir, parfois il y a des valeurs sentimentales qui font que les débiteurs se disent j'ai pas envie que l'huissier vende aux enchères ce meuble qui appartenait à mon grand-père. Et ça fait parfois, moi je le vois souvent lorsque je fais l'inventaire des mobiliers dans le cadre de saisie-vente, j'ai souvent la petite histoire qui va avec le bien que j'ai noté. Vous voyez ça, maître, ça ça me provient de l'héritage de ma grand-mère, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mes 30 ans, ça c'est... Et du coup, il y a quand même un attachement au bien qui est assez différent. Quand on va saisir pour vendre un véhicule, c'est le côté pratique qui est dérangeant. Quand on va pour saisir le mobilier à l'intérieur d'un domicile ou au sein d'une société, il y a aussi la partie affect qui rentre en jeu. Okay. Et c'est souvent c'est un bon levier pour entamer des négociations qui, jusque-là, n'avait pas pu être entamé parce que il arrive malheureusement trop souvent et je milite quand même assez pour ça. Il y a encore trop de personnes qui, face aux difficultés économiques, que ce soit en personnel ou professionnel, jouent encore à la politique de l'autruche. Et c'est malheureux parce que on peut toujours trouver une solution. Quand bien même on en est au stade de l'exécution, on peut toujours trouver une solution. Mais les solutions ne se trouvent qu'en discutant. C'est ça. Et quand les personnes sont hermétiques à la discussion
soit par peur, soit tout simplement parce que on a des personnes qui n'acceptent pas les décisions de justice qui sont rendues et qui n'exercent pas leur recours, etc. Mais du coup, en se disant, je fais rien. Et c'est souvent au moment où on intervient à leur domicile où la discussion commence à s'engager. Et c'est par ces mesures-là, en général, qu'on arrive à trouver des accords qui nous permettent d'éviter d'en arriver à l'extrémité de la vente de leurs biens. Sur une personne physique ou personne morale, on peut exécuter combien de temps et est-ce qu'à un moment, notamment je pense sur des sociétés, est-ce qu'on parlait de cessation des paiements tout à l'heure, une entreprise qui on fait des saisies sur ses comptes bancaires, il n'y a pas d'argent, on sent qu'il n'y a pas de mobilier, on ne trouve pas de locaux, j'en sais rien. Bon, bref, on sent que c'est un peu peut-être une coquille vide, ou peut-être pas, mais en tout cas, on n'a pas réussi à trouver de solvabilité. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la mettre en redressement ou en liquidation judiciaire, par exemple ? Tout à fait. Tout à fait. Là, sur la question de la personne morale, à partir du moment où, sur une personne morale, sur le patrimoine de la personne morale, on tente l'exécution d'une décision et aucune des procédures de saisie qu'on met en place n'aboutit. Qu'est-ce qu'on retire de ces informations, finalement ? C'est que la personne morale est en état de cessation des paiements. À partir du moment où elle ne peut plus répondre à ses obligations, et a fortiori des obligations judiciaires, la personne morale est en état de cessation des paiements. C'est un constat. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce constat ? Eh bien, le créancier a la possibilité de saisir le tribunal de commerce, par exemple. Je pars sur un schéma classique avec une société commerciale. Le créancier peut saisir le tribunal de commerce d'une action en redressement et ou liquidation judiciaire en fonction de l'état, on va dire, de cessation des paiements de la société. Et est-ce que vous êtes des fois confronté à ce qu'on peut appeler des sociétés écrans ? Bien sûr. Des sociétés un peu... sociétés écrans, c'est-à-dire des sociétés via des montages financiers qui font qu'en fait, les flux financiers ne restent pas dans la société, mais remontent potentiellement sur des sociétés mères, voire même des fois à l'étranger. Ouais. Est-ce que ça, c'est des choses qui arrivent souvent ou pas ? Pareil, c'est des choses quand même qu'on rencontre assez... Alors, ça ne va pas être tout le temps, c'est comme pour les gens qui n'habitent pas aux adresses, etc. Mais est-ce que, pareil, c'est anecdotique ou vous le rencontrez quand même régulièrement ? Je dirais pas souvent. Je dirais pas régulièrement non plus. Ça nous arrive et ça arrive à n'importe quelle étude. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, c'est quand même à la marge. On a souvent le cas de litiges sur les litiges commerciaux. C'est assez rare qu'un contrat soit signé, que des factures soient passées avec une société qui finalement n'a pas d'activité ou est simplement une société écran. Il y a quand même dans les litiges commerciaux, à la base, un rapport humain entre les dirigeants qui vont contracter pour leur société qui est là. Donc, pas souvent. Ça arrive, mais c'est pas quelque chose de récurrent. Dans la grande majorité des cas, quand même, on arrive à trouver... in fine quand même de la solvabilité ou avoir des moyens de pression via les saisies ou via des assignations en redressement ou quoi, ou liquidation, enfin redressement, éventuellement liquidation judiciaire, qui font qu'on arrive à avoir quand même des moyens de pression suffisants pour arriver à les faire, entre guillemets, plier au bout d'un moment, sous réserve qu'il y ait de la solvabilité, parce que s'il n'y en a pas... c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas d'obligation de résultat, on peut pas, voilà, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas l'inventer, on va le chercher là où il est, s'il n'y est pas, il n'y est pas. Combien de temps ça va durer peut-être entre le moment où on va avoir un créancier, par exemple, j'ai une facture impayée, il vient vous voir, jusqu'à on va mener une exécution, il faut aller jusque-là, par exemple, aller mener une exécution, faire des saisies, par exemple, la personne paye parce qu'on fait une saisie sur son compte et il y a de l'argent, ou alors on déroule et on doit vraiment aller jusqu'à, on le met au pied du mur. Combien de temps ça peut durer ? Est-ce que ça va durer 3 ans ? Est-ce que ça va durer 3 mois ? Ça en va moyenne, dépendre, quoi. Ça va dépendre un petit peu de la typologie de dossier, mais
Si on part sur, à partir du moment où on a en main la décision de justice qui nous est confiée par le mandant, par le créancier, on va lui signifier la décision de justice. Potentiellement, aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, on a ce qu'on appelle l'exécution provisoire, c'est-à-dire que quand bien même le débiteur fait un recours contre la décision qui l'a condamné, il est quand même obligé de s'exécuter dans l'attente que la cour d'appel statue. Ça peut être très rapide. On lui signifie la décision de justice, on lui fait une saisie sur son compte bancaire, il y a le solde du dossier sur le compte bancaire, on déroule la procédure de saisie-attribution sur le compte. Sur la procédure de saisie-attribution, entre le moment où on fait la saisie et le moment où on peut rendre l'argent au créancier, il faut compter peut-être 2 mois. C'est quelque chose qui peut aller assez rapidement. Et une société, une personne morale contre qui on va intervenir, qui d'apparence n'a pas de solvabilité, en tout cas les premières saisies ne fonctionnent pas, ça peut durer plus longtemps parce que stratégiquement on va aller essayer de creuser, de mener des enquêtes un peu plus approfondies pour essayer de balayer l'intégralité de son patrimoine, parce que si derrière la société est en état de cessation des paiements et que, en accord avec le créancier, on veut lancer cette procédure de redressement, liquidation judiciaire devant le tribunal, il faut rapporter la preuve au tribunal que la société est en état de cessation des paiements. Et pour pouvoir apporter cette preuve-là, il faut lui démontrer, il faut prouver au tribunal que tout son patrimoine a été, entre guillemets, étudié et qu'aujourd'hui, les différentes saisies qu'on a mises en place n'ont pas fonctionné. Et donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des éléments qu'on va arriver à recueillir, parce qu'on a une partie des éléments qu'on va arriver à recueillir de manière, on va dire, avec une enquête plus administrative. On va faire des recherches auprès du greffe du tribunal de commerce, on va faire des recherches auprès du FICOBA, auprès du service d'immatriculation des véhicules, pour voir si la société n'a pas des véhicules dans son patrimoine, etc. Donc ça va être la partie de recherche théorique. Et après, on a une grosse partie du travail qui est l'enquête terrain. Il va falloir aller sur le terrain, tenter de rencontrer le dirigeant de la personne morale. Donc, on peut y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fonction des informations dont on a besoin. Si on arrive à jamais le rencontrer parce que, je sais pas, la société est toujours fermée à chaque fois qu'on y passe, interroger le voisinage pour savoir si les locaux de la société, est-ce que on va voir le voisin, on va lui demander si les locaux de la société sont ouverts en semaine, sur quels horaires, etc. Le jour où on va voir le voisin, potentiellement, le voisin n'est pas chez lui parce qu'il travaille. Donc, il va falloir y retourner, peut-être très tôt le matin, peut-être plus tard le soir. Donc, tout ce travail-là, multiplié par le nombre de dossiers qu'on a à traiter à l'étude, participe au fait que pour certains dossiers, il va falloir que le créancier soit un peu plus patient parce qu'on a toute cette phase d'enquête terrain qui est aussi très importante. Parce que si on s'arrête sur l'enquête administrative et théorique et qu'on exploite les informations qu'on a obtenues par les administrations et que ça ne donne rien, on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas dire à notre client, écoutez, on a fait des recherches sur Internet, ça n'a rien donné. Ça, lui, si on lui dit ça, lui il va me dire, oui, mais moi aussi j'ai tapé le nom de l'entreprise sur Google. C'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est vraiment d'aller au contact des gens, et la partie terrain est quelque chose de très important. Complètement en phase, et c'est hyper intéressant de voir que finalement, derrière j'ai une décision de justice, mettez-la à exécution, et puis c'est censé être facile parce que vous êtes commissaire de justice et que vous avez le pouvoir de le faire. On se rend compte que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu as des exemples marquants, peut-être, alors comme on avait un peu cette distinction personne physique, personne morale, quand bien même on se rend compte qu'il y a des similitudes et que c'est pas les difficultés, il peut y en avoir d'un côté comme de l'autre, et que c'est pas acquis ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que tu as des exemples de dossiers un peu marquants, d'histoires un peu marquantes, sur lesquels c'est vraiment l'exécution qui a pu faire la différence ou qui t'ont marqué, et pourquoi ces exemples-là t'ont marqué, justement? D'accord. Oui, j'ai plusieurs anecdotes en tête, évidemment. Si on reste sur les personnes morales, j'ai en tête un dossier d'un client qui était venu me voir parce que il avait des factures impayées
son débiteur étant une société. Il m'a demandé, j'ai 2 anecdotes qui me viennent du coup. Il me demande donc de sécuriser sa créance et derrière d'exécuter. Donc, je dépose une requête en injonction de payer, qui est une des procédures qui permet d'obtenir un titre exécutoire, une décision de justice, et d'exécuter. Donc, je déroule la procédure, j'obtiens une décision de justice qui satisfait pleinement le créancier. Je vais pour exécuter la décision de justice. Ça, c'était au tout début où j'étais dans l'étude dans laquelle je suis aujourd'hui associé. Mais j'étais encore salarié à l'époque et c'était au tout début de mon arrivée dans l'étude. Je tente tout ce que je peux tenter. Je n'ai aucun contact avec le représentant légal de cette personne morale. J'y suis allé depuis le début de ce dossier des dizaines de fois. Je ne l'ai jamais rencontré. J'ai envoyé des courriers, il ne me répondait pas. J'ai tenté de l'appeler je ne sais combien de fois, j'ai jamais eu de retour. Je lui ai envoyé des mails, j'avais pas de réponse. Pourtant, son numéro de téléphone était bon, son adresse mail était bonne. Bon. Et le créancier me dit exécutez, faites des saisies, faites tout ce que vous avez à faire. Il en avait pour beaucoup, lui ? Il en avait pour nous. Il en avait pour 3 000 € à peu près. Ah oui. C'était pas un. Ok. Mais c'était quelque chose qui. Il en avait fait une question de principe. Oui, mais parce que ça peut rendre fou, en fait. C'est exactement ça. De se dire le gars ne répond jamais, presque, c'est trop facile. Très souvent, les mandants me disent mais j'ai pas besoin de cet argent, mais c'est une question de principe. Il ne m'a pas payé ma facture, c'est le fruit de mon travail, il est normal que je sois payé. Donc, je suis prêt, moi, à mettre les moyens financiers qu'il faut à payer 2 fois plus pour... Bon, c'est pas le cas, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a un devoir de proportionnalité aussi dans les poursuites. Donc, il faut toujours veiller à ce que les frais soient raisonnés par rapport au montant du dossier. Mais bon, en l'occurrence, ça l'était. Et il me demande, il me dit, vous faites des saisies. Donc, je tente les saisies sur les comptes, plusieurs, ça ne fonctionne pas. Même exemple que ce qu'on disait tout à l'heure, le siège social de la personne morale était au domicile personnel du gérant. Pour tout un tas de raisons, saisie-vente impossible. Il n'y avait aucun véhicule immatriculé au nom de la société. Enfin, on a vraiment essayé de décortiquer tout ce qu'on pouvait dans son patrimoine. On ne trouve pas. On ne trouve pas d'argent. Et comme on avait tout fait, je propose à mon mandant, je lui dis on peut tenter de l'assigner en redressement judiciaire, peut-être que c'est quelque chose qui le fera réagir, parce que l'activité continuait. Le siège social de la société était dans un petit village où tout le monde se connaissait. Mon client faisait partie de ce village. Il avait des échos des voisins que Sissi continuait d'intervenir chez des clients, etc. Et mon client refuse. Il me dit non, on ne le mettra pas en redressement judiciaire parce que je sais que ça tourne, sa société tourne. Il fait des chantiers, il a de l'activité. À un moment ou à un autre, on l'aura. Il me dit donc merci maître d'avoir fait tout ça. On arrête là. Renvoyez-moi le dossier. Moi, au préalable, je l'avais informé sur la durée durant laquelle il pouvait exécuter, parce qu'une décision de justice, on a des prescriptions qui sont quand même assez longues. Ouais. Et en fait, tous les 6 mois, il me renvoyait le dossier, mon client. Bonjour maître, je vous renvoie le dossier. Retentez une saisie. Et bien, pendant 3 ans, tous les 6 mois, une nouvelle saisie tentée. Et jusqu'à il y a 2-3 mois, parce que j'ai soldé le dossier au client là ce mois-ci, la dernière saisie fonctionne et sur le compte, il y avait le solde du dossier. Et tu l'as jamais eu au téléphone ? Et je ne l'ai jamais eu au téléphone, je ne l'ai jamais rencontré. Incroyable. Il ne m'a jamais écrit suite à cette saisie. Incroyable. Le chat et la souris, quoi. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il devait savoir qu'à un moment ou à un autre, ça tomberait, puisque tous les 6 mois, il voyait bien que sur son compte, une saisie était faite. Mais pas de réaction outre mesure, quoi. Et puis même à l'issue de la saisie, pas de réaction non plus. Ah, c'est fou. Voilà.
Ça, Bon, il a c'était, eu finalement raison, il a eu raison. ce client-là, de persévérer. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est avec la décision de justice, on va l'exécuter à un instant T. Peut-être qu'à l'instant T, votre débiteur n'a pas la solvabilité nécessaire au succès des procédures d'exécution. Mais ça ne veut pas dire que la santé financière, que ce soit de la personne physique ou de la personne morale, ne va pas évoluer en positif quelques mois plus tard. Donc, si jamais à un instant T, les saisies ne fonctionnent pas, il faut retenter plus tard. On peut temporiser, se faire aussi un peu oublier et puis revenir quelques mois. Exactement. Il ne faut pas abandonner. Moi, je leur dis tous, lorsque je dois faire des retours de dossier pour insolvabilité, je leur dis tous, ne lâchez pas. À un moment ou à un autre, on pourra y arriver. Il faut au maximum essayer d'aller chercher parce que la santé financière peut évoluer. Ok, c'est incroyable cette histoire de personnes qui ne répondent pas comme ça, c'est assez fou. C'est ça, et puis on ne comprend pas, surtout parce que les frais d'exécution, les frais d'acte que l'on fait, à partir du moment où on agit en recouvrement forcé sur un titre exécutoire, tous les frais d'acte viennent alourdir la dette du débiteur. Donc, si ce dernier avait pris contact avec nous au préalable, qu'on avait discuté, mis en place un échéancier qui aurait été accepté par le créancier, c'est tous des frais qu'il aurait évité. Et puis, une saisie bancaire, il y a non seulement les frais du commissaire de justice, mais il y a les frais de la banque. C'est ça. À chaque saisie, la banque prend ses frais aussi. Donc, ça alourdit considérablement la dette. Incroyable. Après, il avait mesuré son risque potentiellement aussi. C'est ça. Et peut-être un petit exemple justement plus sur une personne physique. Là, on a vu un peu sur une société. Est-ce que tu as un autre exemple, peut-être au contraire de quelque chose qui s'est soldé très vite ou j'en sais rien, sur une personne physique ou une fin facile peut-être, je sais pas. Une fin facile. Bon, sur les personnes physiques... En fait, on se rend compte qu'on a plusieurs typologies de personnes. Là, on est vraiment dans le psychologique et dans l'humain parce que tu vas avoir des personnes qui, tout de suite, vont être très impliquées dans le respect de leurs obligations et qui ont la possibilité financière de solder. Donc, ça va être un type de dossier où, lorsqu'on va signifier le jugement, on rencontre la personne, je vous signifie le jugement qui a été rendu à telle date. Où est-ce que je fais le paiement ? Et la personne va solder. Ça arrive assez fréquemment. Ou alors, tu as aussi les personnes qui sont et heureusement qu'il y en a, et c'est quand même une grosse partie. Tu as des personnes de bonne foi, mais qui sont en difficulté et qui ne peuvent pas faire autrement que de proposer un échéancier. Et à ce moment-là, ça va être notre rôle à nous de nous faire l'intermédiaire entre le créancier et le débiteur et d'essayer de trouver une solution qui, à l'amiable, sera acceptable. Et ce n'est pas parce qu'il y a une décision de justice que les négociations amiables ne sont pas possibles. Oui. Il faut bien que les personnes aient ça en tête, c'est-à-dire que ce soit côté créancier ou côté débiteur, il ne faut pas que le débiteur ait peur de répondre au commissaire de justice parce qu'il sait qu'il ne peut pas répondre à ses obligations en une seule fois, parce que nous, notre but, ça va être derrière, s'il fait une proposition de règlement, ça va être de négocier avec le créancier pour que tout se passe à l'amiable malgré la décision de justice. Et du côté créancier, c'est pareil. Il faut avoir en tête que le débiteur peut être en difficulté, mais de bonne foi, et que le fait de négocier un paiement en 3 fois sera parfois plus efficace que de mettre en place des mesures d'exécution qui ont un coût, un résultat incertain, une certaine durée, et qui ne permettront pas de recouvrer la créance. Le but étant, nous, on est toujours dans la recherche de l'efficacité, c'est-à-dire qu'on a une décision de justice, on a une condamnation. Le but, comment faire respecter au débiteur cette condamnation de manière la plus efficace possible, que ce soit en termes de temps, en termes de coût, ça c'est important. Et parfois, la solution la plus efficace, c'est de négocier et de trouver une solution à l'amiable. Parfois, non. Parfois, ça va être de saisir parce qu'on sait que dans le patrimoine de la personne qu'on poursuit, on va avoir quelque chose d'une certaine valeur qui va nous permettre de solder le dossier en une seule fois.
Et ça, c'est quelque chose qui se discute toujours avec le créancier, qui a le pouvoir de décision sur ce qu'on met en place, ce qu'on fait. Ouais, c'est complètement sur mesure. C'est Complètement sur mesure. C'est ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as en tête vraiment un retour d'un créancier à qui vous avez vraiment pu... ou d'un débiteur. Parce que moi, j'avais en tête l'exemple d'une débitrice qui, au contraire, de par ses négos, m'avait chaudement remercié. Parce qu'en fait, on avait réussi à négocier avec le créancier un solde de tout compte bien négocié. Qu'au final, elle avait quand même réussi à solder son dossier avec je ne sais plus combien de pourcentage de remise, mais c'était quand même assez intéressant. Donc, il y a aussi ce côté-là où on peut aussi aider des débiteurs, mine de rien, dans leur situation. Et un exemple de créancier que tu as pu aider, vraiment en me disant, là, je me rends compte que mon métier, tu vois, il a vraiment une vraie utilité. Et, tu vois, est-ce que tu as un souvenir de ça ou c'est vraiment commun et tu vois, ou une situation qui aurait pu te marquer à ce niveau-là, par exemple? J'ai en tête un dossier qui m'avait particulièrement touché. C'était en matière locative. Donc, c'était une créancière personne physique qui avait investi dans un appartement, qui l'avait mis en location. Et on a la débitrice, du coup la locataire, qui ne payait pas ses loyers pendant plusieurs mois. Ça a été très compliqué. La cliente avait un peu peur d'aller voir un commissaire de justice parce qu'elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc elle prend contact avec moi, je la reçois en rendez-vous. Et de par mon devoir de conseil, je lui explique l'intégralité de la procédure d'expulsion, qui est une procédure extrêmement longue, lourde. Psychologiquement, c'est compliqué. Que ce soit pour l'une ou pour l'autre des parties, c'est souvent des situations qui sont catastrophiques des deux côtés. Et la cliente se retrouvait en très grosse difficulté parce qu'elle-même avait son crédit immobilier du bien qu'elle louait à payer, et les loyers impayés, du coup, faisaient qu'elle devait payer deux crédits, mais toujours avec le même salaire. Enfin, c'était très compliqué pour elle. Elle me demande de lui expliquer l'intégralité de la procédure. Alors au début, je commence par le début, et en général, la procédure, je la découpe quand même en plusieurs parties pour éviter de noyer le créancier d'informations, de délais, etc. Et elle insistait pour connaître tout du début du premier acte jusqu'à je lui redonne les clés de son logement. Donc je lui explique toute la procédure et les délais prévisibles. Et alors là, elle s'effondre. Elle pleure, elle me dit mais c'est pas possible, moi, parce que sur les procédures d'expulsion, personne physique, il y a, ça tout le monde connaît, la trêve hivernale, enfin il y a beaucoup de choses qui ralentissent le processus d'expulsion. Des protections du locataire, du débiteur qui viennent ralentir tout ça. Et elle se décompose, elle me dit mais c'est pas possible, comment je vais faire, etc., etc. Et je lui dis, vous m'avez demandé, vous avez insisté pour avoir l'intégralité de la procédure, je vous donne l'intégralité de la procédure, mais c'est pas pour autant qu'on va pas réussir potentiellement à négocier un départ anticipé, une reprise du bien sans arriver jusqu'à la procédure d'expulsion. Donc, bon, elle part complètement dépitée. Je rédige le commandement de payer les loyers, qui est le premier acte de la procédure, et je vais le signifier. Je rencontre la locataire, qui se trouve dans une situation vraiment délicate aussi, qui m'invite à rentrer chez elle, on discute, on s'assoit autour de la table, on discute. Elle me dit, voilà, mais j'ai pas les moyens parce que je crois qu'elle avait perdu son emploi, je suis vraiment en difficulté. Et en fait, on discute. Et on en vient, elle vient à me dire, mais bon, j'ai ma sœur qui habite dans la même commune, qui potentiellement pourrait m'héberger. Moi, je veux bien partir, mais juste laissez-moi le temps, entre guillemets, de me retourner. Je lui dis oui, pas de souci, je lui signifie le commandement. De toute façon, avant la prochaine étape, il y avait 2 mois de délai. Donc, je lui dis, écoutez, on reste en contact. Et en fait, on a eu un très bon contact avec cette locataire. Et elle m'appelle peut-être une semaine après en me disant, écoutez, maître, je vous remercie en tout cas. Enfin, elle était un peu stressée, elle avait eu peur de mon intervention. Elle m'a remercié de ma patience, de l'avoir écouté, parce que je l'ai écouté bien 45 minutes. Mais
c'est nécessaire dans ce type de dossier. Et elle me dit, j'en ai parlé à ma sœur. En fait, elle n'osait pas en parler à sa sœur de ses difficultés. Elle me dit, j'en ai parlé à ma sœur qui m'a conseillé, elle m'a dit, mais rends tout de suite les clés à la propriétaire. On lui fera une proposition de règlement. Sa sœur l'a aidé. Et j'ai pris rendez-vous du coup avec la locataire. 2 semaines après, je crois, le temps qu'elle déménage, sa sœur l'a aidée et j'ai pu rendre les clés à la propriétaire au bout de à peu près 1 mois après sa venue. Et de nouveau, dans mon bureau, elle s'est remise à pleurer en me disant « Oh là là, mais moi j'avais en tête encore pendant 3 ans que j'allais devoir subir toute cette procédure. » Et en fait, au final, situation un peu dramatique, mais 2 personnes de bonne foi et une discussion, et ça permet de résoudre pas mal de trucs. Et en fait, je l'ai incité la locataire à en discuter avec ses proches, parce que lorsqu'on rencontre des difficultés, ça arrive à tout le monde, mais le plus important, c'est de ne pas rester seul. De ne pas rester seul et d'en discuter, parce que les conseils des uns et des autres permettent souvent... Quand on a le nez dans les difficultés, c'est assez difficile de voir les issues possibles. Mais en discutant avec l'entourage, ça permet bien souvent de prendre des décisions plus rationnelles et qui permettent d'éviter des drames humains. Et la procédure d'expulsion, l'acte d'expulsion en lui-même, c'est un drame humain, c'est un échec. C'est un échec. Si on en arrive à la procédure d'expulsion, moi, je le ressens comme ça. En tout cas, je ressens que c'est un échec parce que je n'ai pas réussi à créer de dialogue suffisant avec la personne expulsée pour tout un tas de raisons. Et vraiment, je le ressens comme un échec. Et là, c'était un parfait succès parce que aucune contrainte, pas de procédure judiciaire. Donc, un dossier de moins au tribunal. Elle a soldé aussi ou pas ? Et elle a fini par solder. On avait à peu près, je crois que c'était ça, on avait 3 mois de loyer impayé. Sa sœur lui a proposé de l'aider. Et sur 3 mois, elle a remboursé les loyers impayés à la cliente. Et donc, dossier soldé, réussi, sans contrainte, sans procédure judiciaire. Avec beaucoup de mouchoirs. C'est une trop beaucoup de remerciements et des remerciements de la part des 2 parties, finalement. Donc, et ça, par contre, c'est pour moi, c'est l'une des meilleures satisfactions que je puisse avoir dans un dossier. Quand les 2 parties finissent par me remercier, je me dis, j'ai accompli ma mission. C'est clair. C'est une belle histoire et ça montre vraiment aussi, je pense, là, à travers les 2 exemples que tu as donnés, un qui dure des années et où on a 0 contact, rien du tout, et au contraire, l'autre qui dure finalement très peu de temps avec de la discussion, etc. C'est hyper intéressant. J'aime beaucoup ta conclusion sur ne pas rester seul quand on est face à des difficultés. C'est quelque chose que je dis et que je martèle souvent, même sur le podcast, aussi aux chefs d'entreprise, parce que ça, c'est une vérité qui vaut pour des difficultés qu'on peut avoir dans sa vie personnelle, que ce soit solvabilité ou autre, et également dans le business. En tant que chef d'entreprise, on parle souvent de la solitude du dirigeant face à ces difficultés. C'est ça. En parler, il y a plein de solutions qui existent, effectivement, et prendre les problèmes à bras-le-corps tout de suite et pas attendre que ça s'arrange, parce qu'en général, ça empire. Exactement. Donc, exactement. Et pour les dirigeants d'entreprise, ce qui est important aussi, moi, le conseil que je donnerais, c'est n'hésitez pas, si vous avez des difficultés économiques, à vous rapprocher du tribunal de commerce dans lequel vous êtes enregistré au registre du commerce et des sociétés, parce que il existe tout un tas de mesures qui sont assez inconnues ou dont on parle peu. Le tribunal de commerce est là pour protéger aussi les sociétés, et il existe tout un tas de dispositifs qui permettent aux sociétés d'être accompagnées, d'être aidées dans des difficultés passagères, et plus tôt on prend à bras-le-corps les difficultés, on en parle, on se fait accompagner, moins le risque est important. Complètement.
On en parlera, on va avoir un épisode complet consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Et on a déjà eu l'occasion de porter ce message-là, donc merci de le répéter. Avec Parce plaisir. qu'on ne dira, je pense, jamais assez. Donc, surtout par les temps qui courent et par le contexte économique actuel. C'est ça. Voilà, j'ai pas trop envie de finir sur cette note. Je préférais le côté de ton dossier qui s'était super bien fini. Mais quand même, c'est une réalité et on peut pas la nier. Voilà, c'est quasi 70 000 défaillances en 2025. C'est énorme. Donc non, il faut absolument pas rester seul et prendre les problèmes à bras-le-corps. Effectivement, le tribunal de commerce est votre ami. C'est ça, exactement. C'est vraiment ce qu'il Il faut faut pas porter, le voir, il faut pas voir, parce que lorsqu'on dit tribunal, tout de suite, les personnes se disent ça y est, c'est quelque chose, on va me juger ou... Non, le tribunal, c'est pas ça, et encore moins le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce peut accompagner les entreprises et accompagne les entreprises qui vivent des difficultés passagères pour les remonter, quoi. Merci de le rappeler, parce que c'est important. Et on va clôturer. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que tu nous as expliqué. On a eu un cours d'exécution par un commissaire de justice. C'est super, merci beaucoup. C'était hyper clair. En plus, je pense que voilà, là, on est sur des sujets techniques que tu as réussi à rendre accessibles et compréhensibles, je pense. Bon. J'espère. J'ai un biais qui fait que j'ai compris, je pense quand même que c'était compréhensible et accessible. C'était vraiment le but. Donc, merci beaucoup. On retient que le commissaire de justice, ça marche. Ça peut même très bien marcher. Donc, on continuera à promouvoir cette belle profession parce que je pense qu'effectivement, je partage ce que tu disais en introduction. Ça reste le garant du système judiciaire et du respect des obligations contractuelles. Donc, on ne se passera pas de vous tout de suite. Ça, c'est sûr. Merci encore. Merci Pauline, Benjamin, merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à commenter, également à le partager autour de vous, à le diffuser de façon à ce que ce contenu puisse servir un maximum de chefs d'entreprise. Et vous pourrez également découvrir sur la chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute tous les autres épisodes du podcast En Business Soyons Cash. À bientôt.